Bonsoir à tous. Voilà, on se retrouve ce soir pour le Journal Club du Gâcine numéro 5 et le deuxième épisode qui va nous parler des nouvelles recommandations de l'ESC 2024. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le professeur Gilles Montesco. Merci beaucoup Gilles d'être parmi nous ce soir. Et je remercie bien sûr le docteur Alexandre Gauthier et le docteur Marion Kibler qui ont vraiment bien préparé cet épisode. Voilà, je vais donner la parole à Alexandre qui va nous parler des recommandations. Et Donc, juste un petit rappel sur les ouais, différents réseaux sociaux sur lesquels on est présent. Donc, voilà, voilà, n'hésitez pas exactement. à suivre notre actualité. Donc, effectivement, on va parler donc, du gros chapitre sur les antithrombotiques, des dernières recommandations de l'ESC. Donc, un chapitre qui intéresse directement notre pratique clinique, hein, puisque on est confronté tous les jours à la balance à la fois ischémique, hémorragique chez nos patients. Et donc, on va rentrer un peu dans le détail de chacun des sous-groupes de patients coronariens chroniques pour savoir comment adapter le traitement de façon la plus individualisée possible. Donc, première grande population sont les patients coronariens chroniques qui n'ont pas d'indication à avoir des anticoagulants au long cours, mais qui ont une maladie coronaire obstructive documentée, mais sans antécédent d'infarctus ni antécédent de revascularisation. Et donc, il est recommandé en classe 1B de mettre en place une monothérapie par aspirine faible dose chez ces patients, une fois par jour. Ça peut paraître trivial, mais en fait, cette recommandation est finalement nouvelle et n'était pas clairement décrite cette population lors des précédentes recos de 2019. Ensuite, donc, dans tout ça, ça nous provient de grandes méta-analyses qui portaient sur les plus de 100 000 patients, à la fois en prévention primaire et secondaire, et qui montraient un net bénéfice de l'aspirine pour la prévention de tous les événements ischémiques majeurs. Ensuite, la deuxième population étudiée, c'est les patients qui ont été revascularisés par pontage. Donc, il est recommandé en classe 1B d'initier le plus précocement possible une monothérapie par aspirine en post-opératoire, si ce n'était pas déjà le cas en préopératoire. Et de façon sélectionnée, certains patients peuvent être mis sous une double antiagrégation plaquettaire après pontage en cas de faible risque hémorragique, mais surtout d'estimation d'un risque d'occlusion de pontage élevé. Et pour ce qui est du traitement antithrombotique en prévention secondaire, c'est de l'aspirine en monothérapie. Toutes ces données nous proviennent du grand registre suédois, avec plus de 28 000 patients coronariens revascularisés par pontage, et était montré un très net bénéfice de la mise en place d'un antiagrégant plaquettaire pour diminuer la mortalité toute cause dans cette population. Ensuite, la population rencontrée la plus fréquemment dans notre pratique quotidienne, les patients coronariens revascularisés par angioplastie. Donc là, pas de changement sur le schéma à appliquer par défaut chez le patient tout venant, à savoir une double antiagrégation plaquettaire associant aspirine et clopidogrel dans le cas d'une angioplastie programmée, mois, euh, et ensuite à switcher pour une monothérapie antiagrégante au bout de 6 mois. Le passage à la monothérapie peut se faire soit par aspirine euh, faible dose en monothérapie, ce qui est le fait le plus fréquemment en pratique quotidienne. Et la nouveauté dans ces recommandations, c'est l'apparition en classe 1A du clopidogrel 75 mg en monothérapie après des escalades de la biintégration plaquettaire. Donc, toutes ces données nous proviennent d'études maintenant, une très ancienne, une un peu plus récente, qui ont regardé spécifiquement euh, qu'est-ce qui était le mieux entre aspirine ou clopidogrel en prévention secondaire. Donc l'étude CAPRI, l'étude Ostexam, et surtout une grosse méta-analyse parue dans le JACC en 2023 qui a fait un petit peu la synthèse de tout ça et qui nous montre clairement un bénéfice des inhibiteurs P2Y12 face à l'aspirine en prévention secondaire pour prévenir les événements euh, majeurs, décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde ou AVC, et un avantage en termes de saignement en faveur de l'inhibiteur P2Y12. Donc c'est ça qui a valu l'élévation des recommandations pour le clopidogrel en monothérapie. Si on regarde un petit peu plus en détail les différents événements, on voit qu'il y a également un avantage pour la prévention de l'infarctus du myocarde et de la thrombose de stent, un avantage sur les événements hémorragiques intracérébraux et surtout tous les saignements gastro-intestinaux.
et donc un bénéfice clinique net en faveur d'un inhibiteur P2Y12 en monothérapie face à l'aspirine. Donc c'est là que apparaissent dans ces recommandations chez les patients qui ont un faible risque hémorragique. Deux possibilités. Un premier schéma par défaut, donc bithérapie 6 mois, puis des escalades pour aspirine ou clopidogrel. Et chez des patients qui sont également à faible risque ischémique, la possibilité d'une désescalade précoce, soit 1 mois, soit 3 mois, pour passer aspirine ou clopidogrel. Alors, moi, ça m'interpelle, donc cette nouvelle place du clopidogrel. Finalement, Gilles, comment est-ce qu'on va choisir entre l'aspirine au long cours et le Plavix au long cours? On voit que sur ces études, presque, ça remet en cause le fait que le Plavix fait plus saigner que l'aspirine. Oui, alors, en fait, il n'y a pas grand-chose à nouveau, hein, comme ça vient d'être souligné. On connaît depuis un quart de siècle la supériorité toute relative du clopidogrel sur l'aspirine avec les tacrapris. Et on retrouve au jour d'aujourd'hui dans des situations cliniques un peu différentes, qui est souvent une situation de post-angioplastie, la même chose avec le clopidogrel versus l'aspirine, c'est-à-dire moins de traitement digestif haut en particulier, et un- une, une efficacité un tout petit peu meilleure. Et c'est ce qui avait fait discuter à l'époque Capri, et les gens avaient été très sceptiques sur ce bénéfice de moins de 10% en risque relatif. Et globalement, on retrouve un peu ça au jour d'aujourd'hui. Euh, mais dont acte, c'est un médicament qui est un tout petit peu plus efficace et qui fait un peu moins saigner, et la sécurité d'emploi est plutôt meilleure. Et donc, on devrait accepter l'idée que le clopidogrel est supérieur à l'aspirine dans un bon nombre de situations chez le coronarien chronique stable. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est euh, qu'on a à faire des traitements à vie. Hein, qui dit coronarien dit traitement par aspirine à vie. Et si c'est pas l'aspirine, c'est clopidogrel à vie. Et donc, il va falloir affronter les difficultés de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, dans une population qui a en gros plus de 60 ans, eh bien, c'est en moyenne tous les 4 ans et demi une anesthésie générale pour un geste endoscopique, pour une chirurgie mineure, pour une chirurgie quelle qu'elle soit, où le chirurgien et l'anesthésiste ne vont pas accepter le clopidogrel et donc vont passer à coup de fil au cardiologue pour dire changez-moi ça. Et donc vous allez faire le changement une fois, deux fois, trois fois, et puis quand vous serez noyé sous les coups de fil, eh bien vous laisserez les patients sous l'aspirine, comme on a tendance à tous le faire. Et c'est bien là le problème. Soit il faut une révolution des esprits chez les anesthésistes pour les chirurgies extracardiaques et les endoscopies, soit il faut que les cardiologues soient prêts à répondre à plusieurs coups de fil par jour pour savoir qu'est-ce que je fais. Pendant que vous parliez, là, j'ai eu un email qui est exactement ça, pour une coloscopie. Donc, c'est ça qui limite la large utilisation, je pense, du clopidogrel en prévention secondaire chez le coronarien. Et Gilles, est-ce qu'il n'y a pas aussi, si on va aller un peu plus loin, le risque que même tout ça, ça soit géré en dehors du cardiologue et que finalement, le- finalement, aujourd'hui, les gens ont accepté l'idée de faire beaucoup d'interventions sous aspirine. C'est souvent pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est quelqu'un qui a du duo plavin et il faut expliquer comment on rebascule à l'aspirine. Là, la difficulté va être que les gens risquent aussi de faire peut-être leur tambouille dans leur coin sans contacter le cardiologue parce qu'il n'est pas joignable. Alors, si c'est dû au plavin, ça veut dire qu'on est dans les 6 mois, on va dire, d'une angioplastie, ou qu'on est sur un très haut risque ischémique et qu'on a décidé de prolonger longtemps la thérapie antipléquetaire. Euh, Beaucoup de coronariens instables ne sont pas redevables d'une bithérapie, par contre, ils sont redevables d'une monothérapie ad vitam. Euh, voilà, et puis quand on va parler du ticagrelor, ce qu'il va falloir y venir, eh ben, c'est le même souci exacerbé. Et c'est un peu la limite de l'exercice au jour d'aujourd'hui, c'est de convaincre qu'un certain nombre de chirurgies peuvent très bien se faire sous clopidogrel ou ticagrelor, comme par exemple des chirurgies cutanées ou des cataractes. Par contre, les anesthésistes ne sont pas complètement au fait de cela et prêts à entendre cela.
Et bien évidemment, on ne peut pas étendre ça à des chirurgies qui font un peu saigner. Et donc, les chirurgies urologiques et digestives basses sont bien évidemment des chirurgies fréquentes qui posent problème pour le clopidogrel. C'est un héritage pour les plus jeunes, qui est un héritage en fait de la ticlopidine. Avec la ticlopidine, les anesthésistes avaient clairement affiché à l'époque, avant qu'elle ne disparaisse, qu'il n'était pas question d'opérer qui que ce soit, de quoi que ce soit, sous ticlopidine. Et puis le clopidogrel est arrivé, et pour mémoire, la pharmacologie du clopidogrel n'est pas la même que celle de la ticlopidine, hein. C'est un médicament qui, à la dose commune qu'on utilise, est plutôt moins efficace que la ticlopidine à la dose où on l'utilisait. Ce qui avait d'ailleurs fait dire à Paul Baragan que le clopidogrel était un pâle substitut de la ticlopidine pour les thromboses de Seine, la prévention des thromboses de Seine. Euh, mais malgré cela, cet héritage est resté là. Alors que je pense que le surrisque hémorragique de ces chirurgies est probablement minime, si tant est qu'il existe par rapport à l'aspirine. Donc on a de la pédagogie à faire aussi auprès de nos confrères anesthésistes. Oui, parce que non seulement il va falloir que vous repassiez à l'aspirine, mais ça se fait avec un relais et c'est pas grillé d'avance le relais. Parce que je ne sais pas comment vous allez le faire le relais, mais en gros, la plupart des gens ils disent bah, arrêtez le clopidogrel et prenez 75 mg d'aspirine. Mais vos 75 mg d'aspirine sans dose de charge, ils prennent 4 à 5 jours pour être actifs. Et donc, vous allez avoir une transition qui n'est pas aussi facile que cela et aussi safe qu'on pourrait penser. Donc, Euh, mais ta suggestion, ça serait de travailler avec les autres corporations, que ce soit chirurgiens et anesthésistes, pour faire changer les recos, pour pouvoir opérer ces patients, en tout cas pour un bon nombre de chirurgies, sous clopidogrel. oui, ou de faire une étude randomisée. On a plein de malades où on randomise le changement contre pas de changement. Là, je te vois arriver de loin. Voilà. Bah, écoutez, les essais randomisés sont faits pour répondre à ce genre de questions et là, la population ne demande pas. Ok. Merci. Alors, pour continuer, dans cette population de patients sans indication d'anticoagulant et avec angioplastie coronaire, donc il est proposé également la possibilité d'une désescalade précoce en 2B. Euh, donc, on verra, c'est pas tout à fait le même niveau de preuve par rapport aux patients au risque hémorragique. Donc là, on a dans ces patients qui sont faible risque hémorragique la possibilité de le faire également. Et de façon donc, on a ici la possibilité également de réaliser le geste d'angioplastie chez les patients à faible risque hémorragique, sous non pas clopidogrel, mais plutôt prasugrel ou ticagrelor, chez des patients très sélectionnés dont le geste d'angioplastie est jugé à très haut risque thrombotique, donc ce sont tous les troncs communs complexes, les stents, les bifurcations à deux stents, les lésions qui sont, enfin, les antécédents de thrombose de stent, pardon, et puis les patients qui ont un polymorphisme connu comme potentielle résistance au clopidogrel. Voilà, c'est une recommandation de BC, de réaliser plutôt des angioplasties programmées sous P2Y12 plus puissant. Ensuite, on y vient, donc la discussion de ticagrelor en prévention secondaire en monothérapie chez les patients avec syndrome coronaire chronique. Plusieurs études ont étudié cette question. Donc, on a probablement l'étude Global Leaders qui étudiait un schéma expérimental qui, donc, après angioplastie, que ce soit dans le cadre d'un syndrome coronaire stable ou aigu, eh bien, une bithérapie seulement d'un mois, puis le passage à une monothérapie par ticagrelor jusqu'à 24 mois, comparé à deux stratégies de pratique quotidienne, donc bithérapie euh, pendant 12 mois, puis maintien d'une monothérapie plutôt par aspirine jusqu'aux 24 mois. Et le critère de jugement principal était la mortalité de toute cause, et il n'a pas été atteint, il n'a pas atteint la significativité, donc pas d'avantage de cette stratégie expérimentale, et ça n'a pas été retrouvé non plus dans aucun des sous-groupes de cette étude. Donc, notre grande étude a regardé si le ticagrelor pouvait faire mieux que l'aspirine, mais cette fois-ci dans une population de patients à haut risque ischémique. C'est l'étude de Twilight
en double aveugle de non-infériorité, plus de 7000 patients qui ont eu une angioplastie considérée à haut risque sur différents critères, qui sont essentiellement des critères procéduraux, des patients pluritronculaires, des grandes longueurs de stent, des lésions thrombotiques, des bifurcations de stent, des lésions de tronc commun ou divers proximal, et surtout du traitement ou des lésions des calcifications traitées par atherectomie, avec une bithérapie pendant 3 mois, puis une randomisation par ticagrelor plus aspirine ou ticagrelor seul. Et là, il a été montré un net bénéfice du ticagrelor monothérapie en termes de saignement majeur, tel que défini par critère Bark, avec un hazard ratio à 0,56 et pas de différence significative concernant les événements ischémiques définis par enfin, mortalité toute cause, infarctus du myocarde et AVC. Donc vraiment un fort signal en faveur plutôt du ticagrelor monothérapie. Et plus récemment, en 2024, est sortie une autre étude, Ultimate DAPT, euh, qui certes étudie une population de patients avec syndrome coronaire aigu, mais qui peut avoir des résultats qui s'appliquent tout à fait à une population de coronarien chronique. Donc cette fois-ci, donc, au décours d'une bithérapie aspirine ticagrelor pendant seulement 1 mois, les patients étaient randomisés par ticagrelor plus aspirine ou ticagrelor seul avec un suivi à 1 an. Et de la même façon, on observe un bénéfice très net en faveur du ticagrelor monothérapie sur la prévention des saignements majeurs, également par les critères Bark, et pas de différence significative pour les événements ischémiques majeurs, avec un composite beaucoup plus large, décès cardiovasculaire, infarctus, AVC, thrombose de stent et nécessité de revascularisation coronaire. Euh, donc, on peut se poser la question, finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut proposer à nos patients, la monothérapie par ticagrelor en prévention secondaire? Dans les recommandations, ils mettent quand même quelques petits bémols, hein, que le fait qu'on ait pour l'instant pas suffisamment de niveau de preuve par rapport aux autres régimes antithrombotiques. Que les deux questions qui restent en suspens, quel est le timing optimal pour introduire ce ticagrelor? Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 3 mois? Quelle est la durée à appliquer de monothérapie ticagrelor? Et surtout la dose. Il y a uniquement la dose 90 mg x 2 qui a été étudiée, mais on sait que d'autres études ont étudié la dose à 60 mg. Donc pour le moment, dans les recommandations, la monothérapie par ticagrelor 90 mg 2 fois par jour est uniquement recommandée en classe 2B chez les patients qui ont une angioplastie qui a été faite euh, par une bithérapie aspirine ticagrelor avec un haut risque hémorragique, un haut risque ischémique, pardonnez-moi, et un faible risque hémorragique. Euh, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Ouais. Montalesco. Est-ce que c'est une stratégie qui pourrait être élevée en termes de niveau de recommandation au vu des données plutôt encourageantes de l'étude Ultimate DAPT en plus de Twilight? Alors, t'as bien montré les études importantes. Il y a quatre gros essais qui ont été faits dans cette comparaison de la stratégie Ticagrelor par rapport à une stratégie des recommandations. La première, c'est une étude qui, à mes yeux, inutilisable, mais qui est bien publiée parce qu'elle était grosse, et c'est la plus grosse étude, c'est Global Leaders, qui pose un vrai problème dans son dessin d'étude, hein, puisque, pour faire simple, on a plusieurs variables dans une seule équation. La première variable, c'est, je raccourcis la durée du traitement par aspirine. La deuxième variable dans Global Leaders, c'est j'allonge le traitement par ticagrelor jusqu'à 2 ans. Et la troisième variable, c'est je change de comparateur en fonction du type de coronarien que j'ai, soit clopidogrel, soit ticagrelor dans le bras contrôle. On comprend très bien qu'avec autant de variables dans une seule équation, on ne peut pas résoudre l'équation. Et donc, c'est ce qui se passe. Et donc, il y a une régression à la moyenne sur les courbes et on ne peut pas en tirer grand-chose. Après, il y a 3 essais qui nous rendent service et qui sont intéressants parce ils se sont adressés à des populations différentes. Il y a Twilight qui a plutôt regardé, en tout cas, c'est ce qu'il voulait faire, du haut risque ischémique, même si
ils voulaient recruter du haut risque ischémique, ils ont un peu de haut risque hémorragique, et il y a du coronary instable et du syndrome coronaire aigu. Il y a ensuite MasterDapt qui a recruté du haut risque hémorragique, et là pour le coup c'est du haut risque hémorragique. Et puis il y a la dernière étude, Ultimate, qui a le mérite d'être la seule à avoir recruté du syndrome coronaire aigu. Et on se dit que ce qui est bon pour le syndrome coronaire aigu est a fortiori bon pour le CCS. Et ces trois études valident la désescalade. Ce qu'elles ont fait de différent, c'est le moment de la désescalade. En gros, entre 1 et 3 mois. Mais je trouve qu'on est en position quand même très confortable pour recommander la désescalade, et en particulier chez les CCS, hein, les syndromes coronaires chroniques, puisqu'on est dans des situations plutôt à moindre risque. Alors, sur cette diapositive, pourquoi on a un 2BC? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que, en fait, on parle ici de l'angioplastie des patients coronariens instables, et on parle de ticagrelor. Or, on a une étude euh, randomisée qui a opposé ticagrelor à clopidogrel en plus de l'aspirine dans l'angioplastie des syndromes coronaires stable. Elle s'appelle Alpheus et c'est une étude française. On l'a publiée dans le Lancet. Autrement dit, on a invalidé cette recommandation, d'autant que dans Alpheus, on recrutait des hauts risques d'angioplastie. Mais l'héritage pré-Alpheus, on avait déjà cette recommandation, et donc ils ne se sont pas sentis de l'enlever, et ils ne se sont pas sentis de dire, eh ben, écoutez, même dans le haut risque, c'est du clopidogrel et de l'aspirine, et ce n'est pas du ticagrelor et de l'aspirine chez le coronarien stable. C'est d'autant plus ennuyeux qu'on a une autre étude qui a été faite avec le prasugrel, aussi chez les coronariens stables, et qui est également négative. Malheureusement, elle a une taille qui est un peu trop petite, et elle est sous-taillée et elle manque de puissance. Mais on a quand même deux essais qui nous disent qu'il n'y a pas de raison d'aller prendre ce type de P2Y12 chez les coronariens stables, mais ils se disent que en balisant le haut risque de l'angioplastie en particulier, on pourrait défendre cette position. Mais vous voyez que, alors que dans cette situation, on a deux essais randomisés, pour sortir la recommandation faible de 2B, ils sont obligés de mettre un niveau d'évidence C, comme s'il n'y avait pas d'essai randomisé. C'était mon commentaire, c'était effectivement parce que bon, on voit bien que ça a été gêné, enfin il y a eu des discussions et que c'était gêné aux entournures, parce que mettre C, c'est quand même assez, c'est pas banal en fait, hein. Euh, ça veut dire que c'est une décision d'expert, enfin c'est une décision du panel, mais c'est pas une décision basée sur les études, hein. Voilà. Alors moi, je ne dis pas que quand vous êtes en salle de cathétérisme avec une angioplastie qui vous paraît compliquée au plan ischémique et thrombotique chez un coronarien instable, il faut absolument faire ça sous clopidogrel. Bien évidemment qu'on peut défendre du cas par cas et dire bah, vous allez la faire sous prasugrel ou ticagrelor. Mais une fois faite, cette angioplastie, se posera quand même la question du P2Y12 que vous allez laisser derrière pendant des mois, voire des années. Mm. Ouais, ça veut dire qu'on peut le faire, mais de façon extrêmement, chez des patients très particuliers et très sélectionnés. Voilà, voilà. Pour continuer, Je me permets peut-être, je ne sais pas si le sujet est discuté derrière. Il y a une question en fait sur le chat sur en cas d'allergie vraie à l'aspirine, qu'est-ce qu'on propose après angioplastie, en monothérapie? Alors, en pré-angioplastie, c'est assez facile, hein, puisqu'il y a des protocoles de désensibilisation, hein. Et Alexandre Bichat, il connaît ça, puisqu'ils font aussi des sensibilisations à l'aspirine. tout à Euh, fait. voilà, comme nous, on en fait à la pitié. Et donc, ça se gère assez facilement. C'est mieux de le faire. Et en post-angioplastie? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Il y a un micro qui est ouvert là. Oui, alors, en pré-angioplastie, ça se gère facilement dans les 24 heures qui précèdent l'angioplastie. En post-angioplastie, c'est curieux parce que ça veut dire qu'on ne l'a pas vu avant, mais c'est possible.
Et moi, je trouve qu'à ce moment-là, c'est une bonne indication de monothérapie par prasugrel ou ticagrelor si vraiment on ne veut pas se lancer dans une désensibilisation post-angioplastie. Mais l'autre solution, c'est de tenir bon, c'est-à-dire de laisser l'aspirine, mettre des anti-H1 plus des anti-H2, voire un peu de corticoïdes, et puis de tenir les 15 premiers jours ou les 3 premières semaines avec l'aspirine. Mm. Ouais. Ok, alors je vous propose de passer cette fois-ci au risque ischémique tel qu'il est défini dans les recommandations. Donc, bien sûr, intuitivement, le risque ischémique, c'est les patients avec une procédure d'angioplastie complexe. Donc, il y a la règle de 3, 3 vaisseaux traités, plus de 3 stents implantés et 3 lésions, quel que soit le nombre de vaisseaux. Également, donc, toutes les bifurcations à 2 stents, les longues longueurs de plus de 60 mm de stent ou les traitements des occlusions chroniques. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a également des critères cliniques qui sont tous les patients diabétiques, les patients avec antécédents d'infarctus récidivant, tous les patients polyvasculaires, euh, les atteintes pluritronculaires, également l'athérosclérose prématurée à moins de 45 ans ou avec évolution rapide, avec l'apparition de nouvelles lésions dans l'espace de 2 ans et toutes les maladies inflammatoires chroniques concomitantes ou les maladies prothrombotiques. Voilà, ça c'est la définition du patient au risque ischémique. Et donc, il est proposé en prévention secondaire des régimes antithrombotiques renforcés dans cette population, avec 4 grandes études qui ont montré différentes possibilités, toutes associent une bithérapie d'aspirine faible dose plus une seconde molécule. Donc, la plus connue, c'est premièrement l'étude Pegasus, qui a étudié 3 schémas qui sont aspirine faible dose, ticagrelor plus ticagrelor 90 mg 2 fois par jour, aspirine plus ticagrelor 60 mg 2 fois par jour, ou aspirine seule. Et il a été retrouvé un avantage de l'association aspirine-ticagrelor, sans différence entre les deux posologies 60 mg, 90 mg. Et donc les conclusions de cette étude, c'est que euh, dans cette population risque ischémique, la stratégie idéale, c'est l'association aspirine plus ticagrelor 60 mg 2 fois par jour. L'autre étude très connue sur la combinaison de traitements antithrombotiques, c'est l'étude COMPASS. Donc également 3 régimes étudiés, donc aspirine faible dose seule, aspirine plus rivaroxaban 2,5 mg 2 fois par jour, ou rivaroxaban seul à la dose de 5 mg 2 fois par jour. Et c'est c'est la stratégie rivaroxaban 2,5 mg 2 fois par jour plus aspirine faible dose qui a montré un bénéfice clinique dans cette population et qui se retrouve dans l'ensemble des sous-groupes de cette étude. Donc, dans les recommandations, chez les populations avec un haut risque ischémique qui dépasse largement le risque hémorragique, il est recommandé de renforcer le régime antithrombotique après la période initiale de bithérapie post-angioplastie, avec différentes possibilités telles qu'on vient de le voir. Euh, donc, Alors, c'est là moi, qu'on... moi, Ouais. ça m'interpelle. Je voudrais demander à Gilles, comment on va choisir après les 6 mois, là, parce qu'on nous propose tout un cocktail. Alors en France, effectivement, il y a déjà 2 molécules qu'on n'a pas, mais finalement, comment on va choisir entre toutes ces associations? En fait, il y a 3 médicaments qu'on n'a pas. Donc, ça simplifie beaucoup les choses et ça montre aussi les difficultés pour les industriels qui ont fait des essais cliniques et qui ont validé dans d'autres pays leurs médicaments, les difficultés de pénétration du marché français. On n'a pas le ticagrelor 60, on n'a pas le prasugrel 5 mg, qui est pourtant conseillé comme ajustement de dose chez les patients à risque. On n'a pas le prasugrel 3,75 qui est utilisé au Japon, par exemple. Et on n'a pas le rivaroxaban 2,5 mg. Donc, les amis, c'est drôlement simple, hein. Si vous voulez traiter du haut risque longtemps avec une bithérapie, c'est du Hoplavin, hein. Hmm. Ou alors, vous prenez le ticagrelor forte dose. Mais vous voyez que ce n'est pas, Monothérapie. c'est pas ce qui est recommandé véritablement ici.
Oui. Et le ticagrelor en monothérapie 90 milligrammes? Alors, ça, c'est possible, c'est c'est Twilight. Et donc, c'est un choix d'abandon de la thérapie. La question, c'est en termes de haut risque ischémique, parce que ce que Twilight montre, c'est une réduction du risque hémorragique par rapport à la bithérapie. Sur le risque ischémique, il ne se passe rien. Euh, sur le très haut risque ischémique, le patient pour lequel vous êtes très inquiet, est-ce que ticagrelor monothérapie fait mieux qu'une bithérapie antiplaquettaire sur le long terme? Euh, c'est difficile à dire, hein. Donc Après, dans les la balance recommandations, va c'est être un sur niveau de celui-là. profil. Voilà. Les choix qu'on a, c'est aspirine et clopidogrel au long cours, et c'est quand même aussi la solution de facilité, hein. C'est ce que ces patients avec des syndromes coronaires chroniques en général ont. Ou c'est ticagrelor monothérapie 90 hérité de Twilight, où on a quand même les deux tiers de patients qui sont des syndromes coronaires aigus. Et le prasugrel, c'est pas le 10, c'est le 5 hein, dans les études, c'est ça, hein. Ah bah, le prasugrel, les patients en particulier à risque hémorragique et en particulier les sujets âgés, ça devrait être 5 milligrammes. Moi, ça m'arrive de recommander un demi-comprimé de prasugrel, hein, il se casse en deux, hein, ce comprimé. Hmm. Je vous rappelle qu'il est en plus génériqué et qu'il coûte beaucoup moins cher que le ticagrelor. Alors, si vous en faites la moitié, c'est encore moins cher. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ou dans le chat pour cette première partie de la présentation sur le au risque ischémique? Enfin, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Vous êtes une vingtaine connectés. Sinon, Marion peut continuer. Je pense que c'est elle qui va continuer. Oui. Oui, exactement. Alors voilà, je te Donc, laisse la main, Marie. maintenant, on va aborder les patients à haut risque hémorragique. Alors, comme on disait, il y a toujours cette balance entre le risque ischémique, le risque hémorragique. Et dans un premier temps, on va déjà définir un patient à haut risque hémorragique. Alors, avant, on avait un score qui était Precise DAPT. Vous voyez qui contient quasiment que des paramètres, on va dire, biologiques. Et vous savez qu'un patient qui présente un haut risque hémorragique, est considéré avec un Price Size DAPT score supérieur à 25. Et plus récemment, il y a en fait une étude ou un consortium qui a sorti en fait le HBR Criteria, qui, en plus de comprendre des paramètres biologiques, comprend également en fait des paramètres cliniques, avec notamment les antécédents hémorragiques dans l'année, les AVC et la nécessité d'une chirurgie qui doit être rapide, non déprogrammable. Passer la slide. Alors, quel est aussi l'avantage un petit peu de ce score ARC-HBR? Alors, en fait, il sera plus sensible que Precise DAPT, un petit peu moins spécifique. Et un patient est considéré à haut risque hémorragique après, avec un score qui sera supérieur ou égal à 1. Et vous avez deux parties avec des critères minimes et des critères majeurs. Et un patient qui est considéré à haut risque hémorragique, en fait, c'est un patient qui a plus de 4% de risque de saignement majeur, barre 3 ou 5 à 1 an, ou alors un risque supérieur à 1% d'hémorragie intracrânienne à 1 an. On peut passer. Donc ça, c'était vraiment pour mettre un petit peu le contexte d'un patient, qu'est-ce qu'un patient à haut risque hémorragique. Et là, alors il y a deux grandes études qui ont permis un petit peu une avancée des recommandations, qui est MasterDAPT, MasterDAPT à 15 mois et une méta-analyse un petit peu plus récente. Alors MasterDAPT, c'était quoi? C'était une étude du coup qui analysait du coup une DAPT standard sur 6 mois, Plavix, clopidogrel, versus en fait une désescalade à entre 1 et 3 mois avec poursuite d'une monothérapie simple au long cours. Et en fait, on a vu qu'il y avait en fait, il a été non inférieur en termes d'événements cliniques adverses, donc d'événements ischémiques. Et en revanche, par contre, il y avait un fort gain en termes d'hémorragie, avec beaucoup moins d'hémorragie dans le groupe qui était sous diminution du temps en fait, de DAPT.
Ces résultats, donc, dans un premier temps, étaient présentés à 12 mois. Et en fait, on voit que donc, du coup, dans l'analyse en landmark de 12 à 15 mois, on voit en fait que ce risque ischémique et hémorragique en fait, est resté le même. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de surrisque ischémique en fait, à être sous simple antiagrégation plaquettaire par cardiaque par rapport en fait, à une bithérapie. Et il n'y a pas eu de diminution de saignement versus une thérapie. Ensuite, plus récemment, il y a eu une grande méta-analyse en fait, de pas mal d'études en fait, qui avaient analysé en fait une désescalade de la durée d'antiagrégation plaquettaire. Et en fait, on a pu voir en fait vraiment un équivalent sur les MACE, donc en fait sur des complications, des événements thrombotiques, versus en fait une diminution franche du risque hémorragique en faveur d'une DAPT courte chez les patients à haut risque hémorragique. Voilà, donc quand on regarde, vous voyez qu'il y avait pas mal d'études et on a alors sur les événements hémorragiques, en fait, on est en bénéfice net en faveur d'une régression de la durée d'une DAPT et avec un risque ischémique qui est équivalent dans les deux stratégies thérapeutiques. Donc, c'est ainsi qu'a apparu dans les recommandations en classe 1, et ça c'est nouveau, chez les patients à haut risque hémorragique, une désescalade de la DAPT après 1 à 3 mois après angioplastie pour une antiagrégation simple thérapie dans les suites. Petite question, Monsieur Montalesco. Comment enfin, on peut placer les techniques dans le plastique par ballon actif chez les patients à risque hémorragique? Est-ce que ça peut nous aider également à faire de façon plus sereine cette désescalade précoce, le fait d'utiliser du ballon actif? Ah, je pense que c'est compliqué parce que quand vous faites du ballon actif dans un stent et donc a priori on met les compteurs à zéro et vous allez faire ce que vous auriez fait avec un stent, soit vous faites du ballon actif dans une petite artère en vous disant je fais un ballon de petite taille pour une sténose distale et je vais me contenter d'un traitement antiplaquettaire limité en sachant que c'est quand même les petites artères qui ont tendance à se reboucher Hmm. plus que les grosses et plus facilement, surtout quand on est en distalité. Euh, donc, je suis pas sûr que le ballon actif résolve vraiment le problème qui est posé là. D'accord. Après, Marion a raison de présenter cette méta-analyse parce que on oublie trop que les essais randomisés qu'on a vus, y compris Masterdam, sont sous-taillés pour les événements ischémiques et manque de puissance. Euh, Masterdam est un bon exemple puisqu'ils avaient 2 fois moins d'événements qu'attendus et qu'ils avaient calculé leur non-infériorité sur les événements ischémiques avec une marge qui était assez peu acceptable puisque c'était une marge absolue, hein. Quand vous prenez une non-infériorité avec un chiffre absolu et pas relatif, imaginons que vous preniez 3% en chiffre absolu et puis que vous dites bah, je vais avoir 25% d'événements, on voit ce que ça fait. Si vous avez 2 fois moins d'événements, on s'aperçoit qu'en relatif, c'est plus du tout la même chose. C'est un peu ce qui s'est passé dans la story. Et c'est dans d'autres études aussi. Donc, on a suffisamment d'essais maintenant randomisés pour faire la méta-analyse et être quand même globalement rassuré sur les événements ischémiques avec des stratégies de désescalade chez ces patients qui quasiment tous sont des hauts risques ischémiques. On n'est pas allé par hasard sur le risque ischémique, c'était la situation éthiquement acceptable pour faire ce genre de choses. Et on revient à cette recommandation de 1 à 3 mois qui reflète surtout des gros essais qui ont été faits, hein, qui viennent d'être cités, et qui nous rapproche quand même un quart de siècle plus tard sur des recommandations qu'on avait à l'époque pour les stents nus, avec Hmm. un mois de traitement antiplaquettaire. Donc, on y revient tout doucement et globalement, on n'est pas loin de la fusion, on va dire stent nu, stent actif, même combat pour le traitement antiplaquettaire. Il nous a fallu un Ok. petit peu de temps pour retrouver, enfin pour revenir à Ah, ouais.
Ça va prendre quasiment 20 ans, hein, cette affaire. Ouais. Ah, c'est 2006 à l'ESC, avec la première génération des stents actifs et un excès d'événements. On oublie que dès la génération suivante, et c'est curieux parce que les gens qui vendent des stents qu'on met dans les artères de nos patients le savaient. Et, euh, et la génération suivante a résolu quasiment le problème avec les nouvelles plateformes et les stratégies qui ont été adoptées qui sont toutes différentes sur les polymères. On avait déjà beaucoup moins de thrombose de stent avec les deuxième génération. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cette partie? Je vois une question de Alors là, il y a Sophie, une là. question sur le chat, oui. Ouais. Sur base de quoi choisir entre un mois ou aller jusqu'à 3 mois de DAPT chez les patients à haut risque hémorragique? Moi, j'aurais tendance à dire qu'un mois, c'est très bien pour la majorité des patients. Et quand vous êtes inquiet au plan ischémique, eh bien, vous allez aller à 3 mois. On parle du coronarien stable, hein, on est bien d'accord, hein, on n'est pas Oui, dans oui. une autre situation. Voilà, alors qui devrait nous inquiéter? Ben, les cathétériseurs se comportent très bien, ils savent très bien ce qu'ils ont fait dans les artères coronaires. Donc, quand ils ont eu patauger pendant 1 heure dans les artères coronaires, à se taper de bifurcation, des longs stents et des petites artères, ils savent qu'il y a un risque ischémique et celui-là, il va prendre 3 mois. Et il y a une autre situation que je recommanderais pour un traitement plus prolongé, c'est le patient qui a un antécédent d'infarctus. Parce que quand on regarde les sous-groupes, en fait, ces patients-là, c'est ceux qui se comportent le moins bien avec une désescalade rapide. Et on le voit en particulier, vous regarderez dans les analyses de sous-groupe de Ultimate, où les patients qui font un STEMI ou les patients qui ont un antécédent d'infarctus, eh ben, les hazard ratios sont du mauvais côté et les intervalles de confiance flirtent avec la ligne d'identité. Alors maintenant, on va aborder la dernière partie des patients. En fait, le dernier groupe, c'est les patients qui ont une angioplastie et qui sont anticoagulés, qui ont une indication d'anticoagulation au long terme. Alors du coup, ces recommandations, il y a plusieurs points intéressants, mais surtout enfin, le plus intéressant pour nous, c'est qu'on va vers une simplification finalement de la gestion de la thérapeutique anti-agrégante plaquettaire et anticoagulante chez les patients, chez les SCC. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces recommandations? Alors, ben déjà, premièrement, on sait alors maintenant depuis un petit moment, mais qu'il est préférable d'utiliser des anticoagulants oraux directs versus des AVK. Alors là, il y a eu pas mal d'études sur le sujet et notamment, ben voilà, ça avait commencé avec Veust. Après, bon, il y a eu, Pioneer et Dual PCI jusqu'à Augustus. Ensuite, qu'est-ce que on peut dire? Alors, maintenant, recommandation en classe 1A. C'est assez simple chez le patient tout venant qui n'a pas de surrisque thrombotique. On va proposer une trithérapie comprenant du coup l'anticoagulation orale et une bithérapie par clopidogrel et aspirine pendant 1 semaine. L'aspirine 1 semaine, puis une bithérapie comprenant clopidogrel et l'anticoagulation pendant 6 à 12 mois puis suivi par une anticoagulation seule, l'anticoagulant présenté le patient. Alors ça, ça émane effectivement des études randomisées, des 5 études principales, et notamment la dernière qui est Augustus, qui a montré alors 3 points intéressants, notamment déjà ben, que, un, l'apixaban fait moins saigner en bithérapie ou en trithérapie que les AVK, ça c'est déjà très important. Et en deuxième point, que ben, du coup, les patients sous en fait, le surrisque hémorragique des patients sous bithérapie plus aspirine était important en fait au début, donc dans les 30 premiers jours. C'est pour ça que du coup, il est recommandé d'avoir une durée quand même, une petite durée entre 1 semaine chez les patients tout venant et 1 mois de trithérapie anticoagulante, antiagrégante.
Au-delà de 30 jours, l'aspirine en association avec, avec le clopidogrel et les anticoagulants faisait plus de saignements et il n'y avait pas de gain sur les événements ischémiques au-delà de 30 jours. Du coup, c'est pour ça que cela a été rétrogradé. En ce qui concerne euh, moi, j'avais une petite question aussi pour vous, Monsieur Montalesco. C'est qu'en fait, du coup, on peut proposer du ticagrelor ou du prasugrel en bithérapie. Alors, il n'est pas recommandé d'utiliser en trithérapie en routier. Enfin, il n'est pas recommandé d'utiliser en trithérapie. Par contre, il peut être proposé en 2B chez des patients à haut risque thrombotique. Et je voulais un petit peu savoir ce que vous en pensez, sachant que on en est, enfin, c'est vraiment une pratique qu'on ne fait pas du tout nous en pratique courante. Oui, vous avez raison, Marion, c'est pas quelque chose à recommander a priori. Euh, il y a des exceptions, et en particulier les patients qui auraient fait une ou plusieurs thromboses de stent Mm. et dont on sait que ce qui va marcher, c'est pas l'aspirine, mais c'est P2Y12, et que dans le P2Y12, ils ont sûrement fait leur thrombose de stent sous clopidogrel, et que dans ce cas de figure-là, on peut imaginer sur une artère importante, dire on va faire une association anticoagulant ticagrelor, par exemple. Donc, à mon avis, ce sont des situations très particulières. Mais ailleurs, dès qu'on a un traitement anticoagulant, en effet, c'est clopidogrel et pas autre chose. Et les délais que vous avez annoncés, c'est les délais qui sont hérités depuis un bon moment maintenant de Augustus, avec une durée médiane de 8 jours dans Augustus pour cette thérapie associée aux anticoagulants. Et il faut savoir que la fenêtre, elle allait jusqu'à 2 semaines. Mhm. Est-ce qu'il y a des questions par Est-ce qu'il y rapport a à la... certains... Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a certains patients chez qui on peut quand même diminuer un petit peu les doses d'AOD ou est-ce qu'on met toujours pleine dose? Ça dépend un peu de l'AOD qu'on utilise parce que chaque AOD a fait son étude avec des consignes différentes. Et par exemple, le rivaroxaban qui est utilisé à 20 mg en dehors d'une nécessité de réduction de posologie pour le rein, ben, chez ce patient qui n'est pas insuffisant rénal, si on y associe un traitement antiagrégat, c'est plus 20 mais 15 mg. Voilà, donc Mais c'est le seul, je pense, hein, qu'on doit diminuer, c'est ça, hein. oui, alors après, c'est différent. C'est-à-dire que dabigatran, par exemple, a deux posologies qui ont été testées dans la fibrillation auriculaire en parallèle. Et donc, c'est vrai que sur un haut risque hémorragique dont la situation anticoagulante, on va prendre le 110 mg. Là aussi, on va prendre une dose faible. Mais pour l'apixaban, c'est différent. On va prendre des posologies habituelles et les réduire comme on fait d'habitude. Donc, ça dépend vraiment du médicament qu'on veut utiliser. On verra ce qu'il en est si jamais on a des meilleures nouvelles que ce qu'on a pour l'instant avec les anti-11. Parce que les anti-11 se baladent quand même avec l'idée qu'on aura moins d'hémorragie qu'avec les anti-10. C'est tout le concept des anti-11A qui sont pour l'instant des petites molécules, mais il y a des oligonucléotides antisense qui arrivent, il y a des siRNA qui arrivent, il y a des anticorps monoclonaux qui arrivent, et que ces médicaments, si réellement ils font moins saigner, ont un bénéfice antithrombotique identique, et ils vont diablement nous intéresser pour les associations aux antibiotiques. Et j'ai vu qu'après un an, c'était l'anticoagulant seul. Ça veut dire que Aquatic a répondu à la question ou est-ce que... Alors, ça veut dire il y a surtout l'étude japonaise qui qui est la seule pour l'instant qui a répondu un peu à cette question-là. Euh, et donc, pour l'instant, on en est avec l'idée que au bout d'un an, un traitement anticoagulant suffit chez un coronarien stable ou stabilisé et qu'on peut arrêter le dernier antiagrégat plaquettaire. On verra ce que Aquatic nous donnera sur le long terme. Mais pour l'instant, c'est entendable et c'est recommandé. Faut pas oublier qu'Aquatic a été arrêté avant la fin, hein. Ouais, on ne sait pas pourquoi.
Euh, C'est un petit peu, il y a des bruits qui courent quand même. Tu nous le diras en off. Ok. Voilà, on va pas le dire ici. Ok, du coup, Voilà. pour clôturer un petit peu sur ben, d'autres traitements que les antiagrégants, mais l'utilisation des inhibiteurs des pompes à protons, alors recommandé. Donc là, c'est un A vraiment quand on a une bithérapie antiagrégante en diminution des ulcères hémorragiques notamment, et à discuter au long cours en fonction du risque hémorragique de chaque patient. Alors, on peut peut-être juste faire une mention, c'est on est un peu particulier en France sur les IPP. C'est que quand on regarde les chiffres de prescription, on a un pays qui prescrit très longtemps les IPP, Mm, mais d'un autre côté, on n'est pas systématique sur la prescription en phase aiguë, c'est-à-dire quand les patients sont aux soins intensifs. Et en fait, on devrait faire l'inverse de ce qu'on fait. On devrait en donner à tout le monde aux soins intensifs et en consultation, vraiment essayer de diminuer les prescriptions d'IPP qui ont des tas d'interactions médicamenteuses et qui ont d'autres effets secondaires, en particulier chez les sujets un peu âgés qui sont ennuyeux. Donc, il faudrait qu'on revoie notre propre concept de prescription des IPP, qui ferait d'ailleurs baisser les ventes, hein, mais qui seraient des prescriptions plus appropriées. Voilà, bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions sur le chat ou même si vous voulez prendre la parole pour Gilles Montalesco. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, moi je vous propose de clôturer ce genre de club. On vous a mis donc le programme pour les prochains épisodes, toujours sur les recommandations du syndrome coronaire chronique. Donc notez bien les dates, hein, elles ont toutes été maintenant définies. Et puis on vous Bah, tout attend le donc groupe du GACI remercie vivement Gilles pour sa présence ce soir. Merci beaucoup Bah, merci à de vous répondre à nos et questions. merci à vous et bravo pour ce que vous faites. Vous êtes Ouais, tous, vous êtes merci, tous merci aussi et merci aussi. Il faudra le rajouter sur pour la prochaine présentation, c'est rappeler aux gens que tout est disponible en replay. Ce sera disponible en replay dès ce soir quasiment. Je ne sais pas si Antonin est là, mais normalement c'est disponible très rapidement. Et donc, c'est disponible sur la chaîne YouTube du GACI, hein, puisqu'il y a une chaîne, et donc tous les précédents épisodes et celui-là seront disponibles, et donc vous pouvez transmettre à vos copains de se connecter, de revoir en replay, s'ils n'ont pas eu le courage, ou s'ils n'ont pas pu parce qu'ils ont fini en salle trop tard ce soir, de se connecter en replay pour voir l'émission. Antonin, notre spécialiste des réseaux sociaux, va s'occuper de ça, je pense, rapidement. très bien. Parfait. Merci à tous, en tout très cas. bien, merci beaucoup. Merci à tous. Bonsoir. Merci Bonne soirée à Gilles, tous. merci Marion, merci Alexandre, merci Nicolas. Merci à toi, Eric, pour l'orga. Et très bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Très bonne soirée. Au revoir. Au Merci revoir. à vous d'être, d'avoir participé.